Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'étape numéro 6 de ce Tour de France 2023. On va voir le parcours de cette étape, assez courte, 122 km, qui va nous emmener du côté de Blagnac en partant d'Albi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favorite, qui vous voyez peut-être en difficulté. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google et puis TikTok. Le débrief de l'étape juste après l'arrivée. Étape numéro 6, dernière opportunité pour les sprinteuses de gagner une étape, parce que le parcours est très plat, donc je pense que ça va donner des envies. Ça va pas être facile pour les baroudeuses. C'est aussi peut-être leur dernière opportunité, parce que l'étape de samedi sera extrêmement compliquée. L'étape de dimanche, c'est un contre-la-montre. Je rappelle que samedi, au niveau des horaires, c'est très atypique. Je le précise dès maintenant, le départ sera seulement à 16h pour une arrivée aux alentours de 19h. Donc ça sera vraiment très particulier au niveau des conditions de luminosité. En fin d'étape, ça pourrait être un petit peu particulier avec une étape qui part aussi tardivement. Donc dernière opportunité pour les sprinteuses de gagner une étape. Je pense que c'est aussi pour la Classica San Sébastien qui font partir l'étape aussi tard, pour que les gens puissent suivre la Classica. De gagner une étape, je pense qu'on ne va pas la laisser passer, surtout si la veille on s'est raté. Parce qu'on sait que c'est la dernière opportunité pour les sprinteuses. Il n'y a pas d'autres moments. C'est-à-dire que... Et pour beaucoup de coureuses, c'est la dernière étape où elles peuvent aussi se montrer. Vendredi soir, pour certaines, après, ça sera... tenter de survivre dans le col du Tourmalet et de faire son chrono, mais en sachant qu'on n'aura aucune chance de grands résultats. Donc je dirais pas que pour certaines le Tour de France sera fini vendredi soir, mais si elles n'ont pas gagné ou si elles n'ont pas fait le résultat qu'elles souhaitaient faire, là ça sera véritablement fini. Du côté du dénivelé positif, on est à 1162 mètres. C'est la 6e étape dans ce classement. On regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite l'étape numéro 6 de ce Tour de France 2023 femmes entre Albi et Blagnac. Parcours assez court encore une fois, 122 km, ça c'est à peu près, je crois que c'est même l'étape la plus courte avec le lendemain où il y aura 90 km, mais 122 km, donc majoritairement une étape plate, qui nous emmènera jusqu'à Blagnac. L'étape est pas très dure en termes de profil, on regarde tout de suite ça, avec 3 côtes. Il y a peut-être une côte qui a changé de codification. Non, c'est bien des côtes de 4e catégorie. 4 côtes de 4e catégorie. Vous voyez, c'est pas extrêmement dur. Le final vers Blagnac est très plat. C'est une étape pour sprinteuse. C'est une étape vraiment, encore plus pour sprinteuse du fait que le lendemain, je rappelle qu'il y aura une étape très compliquée. On commence avec la côte de la Cadenne. Ça sera au bout de 30 km de course. 2 km 5 à 4,6 de moyenne. Pas grand chose à dire. Le passage le plus compliqué, c'est 5,8% sur 500 mètres. Bon, c'est pas très difficile. Le premier kilomètre, à 3,7%, je dirais pas que c'est quasiment plat, mais c'est pas très dur, très clairement. On redescend vers Le Verdier et puis la côte de Puy-Celzy, 1 km puis celle-ci, même plutôt 1 km 9 à 5,8 de moyenne, côte de 4e catégorie, au km 51, c'est-à-dire qu'on sera à 70 km de l'arrivée. Un petit peu plus de pourcentage, 6,4%, 5,5%, 6,5%, et puis les 400 derniers mètres à 5,1. Vous voyez, c'est assez régulier. Là encore, c'est pas l'Alpe d'Huez, qui s'enchaîne avec une côte 7 km après, la côte du Clos-Pourtier, 2 km 8 à 4,7 de moyenne. On la voit tout de suite. Là encore, c'est pas extrêmement difficile, cette côte du Clos-Pourtier. Bon, voilà, c'est un peu plus long que les autres. Là, on est à la limite entre 4e et 3e catégorie. Mais
2 km 8, le passage maximum c'est 5,7% pendant 500 mètres. On redescendra pas vraiment totalement. On passera par la Salvetat Belmont, comme le pétillante, et puis au kilomètre 81,5, c'est-à-dire à 40 km de l'arrivée. Dernière côte, la côte de la Guerre, 1 km à 5,8 de moyenne. Là encore, c'est court, il n'y a pas grand-chose à dire, 6,9%, 4,5%. Vous voyez, ce n'est pas les difficultés les plus dures de l'année. Et puis ensuite, on aura le sprint intermédiaire au hameau de Rastel. Pas de sprint avec des secondes de bonification. Donc l'arrivée du côté de Blagnac, on la regarde tout de suite. Arrivée un petit peu technique pour ceux qui connaissent Blagnac. C'est à côté de Toulouse. Et donc on est à côté d'une grosse ville. Donc pas mal de ronds-points. Vous pouvez voir, il y en a un ici qu'on pourra prendre que d'un côté. Le deuxième, toujours que du côté droite de la route, enchaîné encore avec un autre rond-point pareil. Donc là, on va avoir 1, 2, 3, 4 ronds-points, 6, 7 même ronds-points dans les 5 derniers kilomètres. Donc il faudra faire vraiment attention dans le final avec ces ronds-points. Voilà, ne pas se rater au niveau de la trajectoire, il fera sec, donc normalement il n'y aura pas de souci. Et puis dernière ligne droite de 1 km 100 pour les sprinteuses, donc ça devrait être une belle arrivée quand même pour les sprinteuses, avec un peu de technique pour allonger le peloton, mais assez intéressant. On regarde tout de suite les segments Strava. Alors j'ai 2 segments Strava dans cette étape. Le premier segment Strava, c'est la côte de l'Incarque. Donc qui n'est pas au classement de la montagne et qui a été remporté par Manon Swiris après son titre de championne de France junior, 10 ans après son titre de championne de France junior. Et puis la côte de Puy-Celle-ci, j'ai Véronica Evers qui a fait 6 minutes 30 voilà, lors des reconnaissances de ce Tour de France sur les 1 km 8. On est sur une montée qui se monte à 24-25 km/h, donc c'est pas une grosse difficulté. L'histoire du Tour, j'avais choisi l'étape numéro 18 du Tour de France 2012, qui avait une étape qui n'était pas hyper animée, mais c'était une étape que Cavendish avait réussi à remporter alors qu'elle était assez vallonnée. En allant vers Brive-la-Gaillarde, il s'était imposé devant Matthew Goss et Peter Sagan. Et le combatif de cette étape, c'était Alexandre Vinokourov qui faisait son dernier Tour de France, qui sera champion olympique quelques jours plus tard. Et à ce moment-là, Bradley Wiggins était maillot jaune devant Froome et Nibali, et Sagan était largement devant au niveau du maillot vert. Et il y avait Thomas Voeckler qui était en tête du maillot à pois de ce Tour de France, et il y avait eu une chute. Un chien avait fait tomber Philippe Gilbert notamment et Denis Menchov. Puis Janez Brajkovic également était tombé sur cette étape. Le cycliste du jour, on est à Blagnac. On n'est pas très loin des avions, on n'est pas très loin des ingénieurs, on n'est donc pas très loin de Jean-Christophe Perrault, professionnel de 2010 à 2016. Mais je rappelle qu'auparavant, il a eu une carrière prolifique dans le VTT, vice-champion olympique en 2008 derrière Julien Absalon, qui avait dominé la course, champion d'Europe 2005, champion de France de VTT marathon en 2003, donc on sentait déjà peut-être l'appétence à tout ce qui était endurance, tout ce qui était effort extrêmement long, champion de France amateur sur route en 2008 et champion de France du chrono en 2009. Et c'était la première fois depuis extrêmement longtemps qu'un amateur, je crois que c'est même la seule fois que c'est arrivé, qu'un amateur soit champion de France du chrono. Et c'est ce qui a mis un petit peu la puce à l'oreille à la Lotto, qui avait décidé de le recruter. Quand ils avaient vu ça, ils s'étaient dit il faut qu'on recrute ce mec-là. Et c'est pour ça qu'il avait été recruté au départ par la Lotto. Les équipes françaises n'étaient pas vraiment bousculées au portillon, on va pas se mentir, pour aller le recruter au tout début. Ensuite, il a été chez AG2R. Tour de France 2014, il a pris la 2e place, on s'en souvient, derrière Nibali. 2 critériums internationaux en 2015 et 2014 quand c'était en Corse, 3e de Paris-Nice 2013, 3e du Tour du Pays Basque 2014 et 4e de Tirreno 2014, qui reste vraiment son excellente saison et sa dernière grande année, parce que c'est vrai qu'après son podium sur le Tour de France, il aura un petit peu du mal ensuite à repartir de l'avant, et je ne sais plus s'il arrête il arrête en 2016, je crois, 2016 ou 2017, 2017 ou 2018, 2018 ou 2019, 2019 ou 2020, 2019 ou 2020, 2019 ou 2021, 2021 ou 2022, 2021 ou 2023, 2023 ou 2024, 2024 ou 2025, 2024 ou 2026, 2024 ou 2027, 2024 ou 2028, 2027 ou 2029, 2027 ou 2030, 2030 ou 2031, 2031 ou 2032, 2032 ou 2033 ou 2034 ou 2035 ou 2036 ou 2037 ou 2038 ou 2039 ou 2040 ou 2041 ou 2042 ou 2043 ou 2044 ou 2045 ou 2046 ou 2047 ou 2048 ou 2049 ou 2050 ou 2051 ou 2052 ou 2053 ou 2054 ou 2055 ou 2056 ou 2057 ou 2058 ou 2059 ou 2060 ou 2061 ou 2062 ou 2063 ou 2064 ou 2065 ou 2066 ou 2067 ou 2068 ou 2069 ou 2070 ou 2071 ou 2072 ou 2073 ou 2074 ou
Je crois qu'il n'a pas de résultats majeurs en 2015-2016. Je ne sais même plus s'il n'arrête pas sur la Vuelta. J'avais oublié de vérifier, mais je crois qu'il arrête sur la Vuelta, même pas sur le Tour de France. Du côté de la météo, soleil, température aux alentours de 30 degrés, avec un vent de face, 3/4 face, entre 10 et 25 km/h, qui ne va pas créer de coup de bordure, mais qui va ralentir les coureuses. Du côté de la stratégie, je pense que si on a déjà 4-5 filles à l'avant, ça sera pas mal. On aura un sprint massif sur cette étape. Je vois difficilement comment on pourrait éviter le sprint massif. Du côté de mes favorites, or pas de Lorena Wiebes, elle vient d'abandonner. Donc j'ai mis Marianne Vos. J'ai l'impression qu'elle monte quand même en puissance sur ce Tour de France. Charlotte Kohl, si elle est bien emmenée. Chiara Consoni, on a vu qu'elle avait fait plutôt un bon sprint il y a quelques jours. Et puis en grosse cote, j'ai mis la concurrente de Israël, Tamara Dronova Balabolina, qui a fait des top 10 sur ce Tour de France, qui a fait des bonnes courses avant le Tour de France aussi. Elle avait obtenu des résultats au sprint. Donc pourquoi pas un top 5 pour la fille qui n'a plus de nationalité vu qu'elle est russe. Du côté du programme télé, plus de nationalité sportive, je précise. Du côté du programme télé, le départ fictif à 14h20, Côte de la Cadenne à 91 km de l'arrivée entre 15h13 et 15h17. La Côte de la Guerre entre 16h24 et 16h36. Arrivée prévue entre 17h20 et 17h38. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!